Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence organisée par VK en partenariat avec MUTAM. MUTAM est présente dans la protection des territoriaux depuis plus de 60 ans. C'est une union de mutuelles engagées et indépendantes avec leurs propres contrats et garanties, conventionnés ou labellisés. Elle couvre tout le territoire et regroupe environ 100 000 personnes protégées. Elles sont réunies autour de valeurs de solidarité et de prévention. L'APSC est un sujet qui a été largement traité depuis quelques mois par la presse professionnelle, avec notamment 3 précédentes webconférences que vous pouvez retrouver sur le site de VK et un prochain article à paraître courant mars dans le numéro 2 du magazine VK le Mag. Mais il nous semblait important de revenir sur le sujet, d'une part pour coller à une récente actualité textuelle, et d'autre part pour nous intéresser à cette question sous l'angle aussi des enjeux parfois différents mais parfois communs en la matière selon la taille des collectivités locales, d'où le titre de ce webinaire, PSC, entre petites et grandes collectivités, des enjeux à géométrie variable. Nous avons près de 500 inscrits à cette conférence, des agents qui s'interrogent, des services RH, des centres de gestion, et pour les informer ou pour leur répondre dans un format d'1 heure, 2 invités qui d'ailleurs représentent 2 associations partenaires. Chantal Gange, bonjour. Vous êtes maire de Savignac-de-Lille, vice-présidente RH de la communauté d'agglomération du Libournais et référente PSC de l'association des maires ruraux de France au sein de la coordination des employeurs publics territoriaux. L'association des maires ruraux de France, ce sont 10 000 communes ancrées sur le territoire rural avec leurs enjeux spécifiques que l'association défend bec et ongle. Bruno Jarry, bonjour. Vous êtes directeur des ressources humaines au conseil départemental du Maine-et-Loire et vice-président de l'association des DRH des grandes collectivités. Une association qui est à la fois un espace de partage et de réflexion des DRH, leur porte-voix également, et très présente dans le cadre des débats nombreux qui impactent la territoriale. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nous avons déjà reçu beaucoup de questions. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais revenons sur notre sujet en commençant par vous, Chantal Gange. Après une succession de rebondissements, le projet de décret dont le passage a été voulu par la ministre Amélie de Montchalin le 7 février, je crois, au Conseil sup, a finalement été adopté. Des montants minimaux de participation ont été fixés en santé et en prévoyance. Il y a un slide qui va d'ailleurs s'afficher pour mieux vous les présenter. On attend le décret, peut-être avant les élections, peut-être avant l'été, enfin en tout cas on l'attend. Peut-être d'abord un premier commentaire sur ces montants qui s'affichent et sur le chemin parcouru pour y arriver, chemin auquel vous avez largement participé. Chantal Gange. Oui, bonjour à toutes et tous. Vous me permettrez une petite introduction. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits des femmes et donc je voudrais avoir une pensée particulière pour les femmes de l'Ukraine qui effectivement combattent pour la démocratie, pour leur pays et surtout pour leurs enfants. Voilà, je voulais avoir cette petite pensée. Merci. Donc oui, je suis donc une élue de proximité auprès des agents, puisqu'on ne peut pas faire plus de proximité avec un maire rural avec ses agents. Je suis effectivement représentant de la MRF au niveau du collège employeur du Conseil supérieur. Je suis également membre du bureau et membre titulaire du Conseil supérieur. Donc ce sujet qui a été disons mis sur notre table de travail par Madame la ministre par rapport à la loi de transformation de la fonction publique, nous nous sommes saisis, les employeurs, donc pendant quand même pratiquement plus d'1 an de travail. Ça nous a demandé beaucoup de réunions, parce que c'est un sujet, et ça je pense que extrêmement technique. Donc nous sommes bien sûr les élus, mais nous avons la chance d'être soutenus, enfin en tout cas conseillés par des personnes de grosses associations, parce que vous pouvez vous douter que moi je n'ai pas au niveau des agents des personnes techniques qui peuvent nous aider à mieux comprendre, à aborder et à mieux
appréhender ce sujet. Donc, ce que nous voulions, et ça, nous avons été d'accord tout de suite, tous les employeurs, c'est que pour nous, c'était quand même une opportunité d'une avancée sociale majeure. Et donc, nous avons voulu nous donner du temps de la travailler pour que, effectivement, sur le terrain, elle corresponde, en tout cas, qu'elle apporte à nos agents, tant sur le plan prévoyance que sur le plan santé, une avancée. Donc, ça a été un gros travail. Nous avons à plusieurs reprises changé les montants, comme vous dites. Donc, on a finalisé. Et je dis bien que c'est un seuil, c'est-à-dire que par rapport à ces montants-là, vous savez que les collectivités, elles ont la libre administration. Donc, celles qui sont, qui pratiquent, enfin qui adhèrent à cette PSC, les montants minimums sont beaucoup plus importants. Donc, si la prévoyance, on est parti à 7 €, donc c'est 20%, puisque c'est 20% obligatoire pour l'employeur. Donc, sur un panier de 35, c'était 7 €. C'est un minimum, je dis bien. Sur la santé, c'est donc 50%, donc c'est 15 € de participation employeur pour un panier de 30 €. Bien sûr, je le répète, il y aura une négociation locale, parce qu'il faut laisser dans la fonction publique territoriale une possibilité de négociation locale. L'autre problème, il y a deux versants. Donc ça, sur ce plan-là, on a travaillé. Alors après, on a eu juste un petit différend, mais ça a été très vite résolu par rapport au régime indemnitaire. Mais aujourd'hui, tout ça est bien cadré. Nous avons fait ces propositions. Bien sûr, nous avons travaillé après avec les organisations syndicales. Bon, évidemment, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, ce qui va être d'ailleurs continué. Mais nous avons au moins arrivé à cet accord. Je crois aussi… peu après cette réunion du Conseil supérieur, il y a eu une intervention du président du Conseil supérieur, Philippe Laurent. Je le cite, il était cité dans un article d'Estelle Chevassus. La balle est dans le camp des collectivités, sans oublier bien sûr les centres de gestion, et il revient aux employeurs de considérer le sujet de la PSC de leurs agents à sa juste valeur au regard de leurs besoins. Alors, c'est une phrase que je comprends, mais comment est-ce que vous réagissez à ces propos? Parce qu'il y a les besoins des agents d'un côté, mais il y a aussi les moyens des employeurs. Tout à fait. C'est là où il y a deux sujets. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas du tout, à chaque fois que j'ai pu parler au niveau national, enfin, de ce sujet, il y a deux sujets. Il y a effectivement la protection sociale, l'avancée sociale, et par contre, effectivement, il faut avoir une réalité de financement. Il est certain que nous sommes, les collectivités, pas du tout à égalité sur ce plan de financement. Donc, aujourd'hui, ce qui est aussi demandé à l'État, parce que l'État est très généreux dans ses annonces, mais au détriment des collectivités territoriales. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'État, oui, ils ont mis en place la santé, mais il n'y a pas la prévoyance. Il n'y a que la collectivité territoriale qui offre cette prévoyance, qui est, je pense, essentielle pour les maintiens de salaire. Donc, aujourd'hui, ce qui est là, après, c'est une politique de chaque employeur. Je ne me permettrai pas de vous y visser, oui, bien sûr. Voilà, sur mes collègues. En tout cas, je les incite parce que c'est vrai que la politique RH, ce n'est pas quelque chose qui est en priorité dans la gestion d'un élu, mais ce qui est dommage d'ailleurs, parce que je trouve que souvent, on parle de problèmes d'attractivité. Ben, si on considérait la RH comme de l'investissement et non plus comme du fonctionnement, vous verrez qu'on aurait un autre prisme. Ça, c'est mon point de vue. Donc là aussi, il faut que l'État comprenne qu'il faut qu'il donne des moyens aux collectivités, et encore plus à celles des strates dont je représente. Parce que nous avons des dotations en moins, nous avons des charges qui ne cessent d'augmenter, et il est certain qu'à chaque fois, on pense que les économies, c'est sur le 12. Donc voilà, c'est compliqué. En tout cas, il faut que l'État aussi prenne ses responsabilités en maintenant, en tout cas, ne diminuons pas les dotations et voire les augmenter sur certains volets. Parce que c'est ça le problème des employeurs. Moi, je pense qu'il n'est pas de ne pas considérer nos agents, de ne pas aider nos agents. Ça, c'est un non-sens. Une collectivité rurale, elle n'existe pas sans ses agents. Un des postes primordiaux, c'est la secrétaire de mairie. Donc, voilà, moi, on voit sur le tableau du débat. Parce que l'État, vous savez, là, aujourd'hui, monsieur le DRH qui est présent, on nous a quand même empilé,
aujourd'hui des charges supplémentaires. Il y en a un petit peu quand on parle du RICEP, quand on parle des gestion, enfin, quand on parle aussi de l'apprentissage. Enfin, aujourd'hui, on a quand même une empilation et l'État ne fait jamais de constat financier. Il ne faut pas une évaluation financière, c'est nous qui devons la faire après, ce qui est compliqué. On voit dans le tableau là, qui vous est présenté, qui est un tableau qui a été réalisé par la Fédération des centres de gestion, pour les citer, on voit le caractère très disparate d'une collectivité à l'autre, hein, évidemment, en fonction des strates. Alors, c'est lié effectivement, évidemment, aux capacités de financement des unes et des autres, mais il y a peut-être aussi le fait que vous l'évoquiez à l'instant, que pour certains élus, la PSC, c'est un peu une page blanche, quoi. On a l'impression que c'est l'occasion peut-être pour certains de prendre la mesure de leur rôle d'employeur. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais tout à fait au départ, quand on m'a demandé, j'étais pour être cette notion obligatoire. Parce que je crois que dès qu'on met une notion obligatoire, on commence à s'y intéresser. La PSC, elle ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je l'ai mis en place dans une collectivité en 2016, aussi bien sur la prévoyance que la santé. Donc, je veux dire, après, voilà, on en revient toujours au même problème. Quel est l'élu s'intéresse à la RH? Parce qu'ils ne savent pas. Moi, je vois, là, j'ai dû, effectivement, lors de mon conseil communautaire, avoir ce débat sur cette PSC. Mes collègues qui étaient là, ils ne savaient même pas de quoi j'étais en train de parler. Ils n'étaient pas contre, ils ne connaissent pas. C'est là où il y a un gros problème de communication et d'information. Et donc, aujourd'hui, il y a aussi des agents. Parce que moi, je vois, là, j'ai des agents, je leur propose, ça ne les intéresse pas. Donc, à un moment donné, c'est bilatéral, cette PSC. C'est que je trouve que les employeurs s'y intéressent pas, mais il y a des agents, malheureusement, qui n'ont pas l'information non plus et qui ne se rendent pas compte que sans maintien de salaire, ils peuvent se retrouver. En plus, on a quand même des emplois très précaires, des temps non complets, des catégories C. Je pense que les personnes peuvent se retrouver dans des situations personnelles extrêmement difficiles. Donc, j'estime que l'élu doit avoir cette responsabilité et d'essayer d'expliquer. En tout cas, il faut aussi l'expliquer. Moi, je suis aussi au centre de gestion et je pense que le centre de gestion a aussi vocation à apporter cette information au niveau des élus, à les sensibiliser avec parce que par contre, il faut des arguments simples mais efficaces. Et je crois que il y a un internaute qui nous pose une question qui est un peu liée à ce que vous dites, en évoquant le débat obligatoire sur la PSC, qui devait être organisé avant, je crois, le 18 février, me semble-t-il. Tous l'ont pas fait, hein, loin de là. Et on est le 8 mars aujourd'hui, et ils se disent pourquoi le faire, sachant qu'à ce jour, il n'y a pas de sanction en cas de non-organisation. Mais est-ce que la question, elle n'est pas ailleurs? C'est-à-dire qu'elle n'est pas justement dans ce que vous évoquiez, dans une meilleure information à la fois des élus et des agents, bien sûr? Oui, alors il n'y a pas de sanction, mais écoutez, j'estime que… Non, mais c'est la question. Je viens avec des questions, comme dirait il y a quand même encore, je crois, 18% de collectivités qui n'ont toujours pas mis le RICEP en place. Donc, bon, il y a toujours En tout cas, là, je pense que les préfectures sont beaucoup plus vigilantes. Hein. Monsieur le DRH le dira. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même… on ne peut plus faire trop ce qu'on veut quand même. Tant mieux pour les agents. Sur la pertinence de ce débat obligatoire. Eh bien, écoutez, moi, il a eu pour effet que mes collègues d'un seul coup, pour beaucoup d'eux, ont dit ah oui, et puis ils sont venus me voir, et puis on en discute, et puis je leur dis n'attendez pas 2025 et 2026, il va peut-être falloir anticiper les choses, surtout la prévoyance. Moi, je trouve que là, la prévoyance, c'est quand même un sujet vraiment, pour moi, prioritaire. Donc, c'est là où vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas opposés, mais qu'ils ont une méconnaissance de ce sujet et même à quoi ça correspond. Ils pensent que la plupart, ce sont mes collègues, arrivent du privé, ils n'ont aucune culture de la fonction publique territoriale, ils ne connaissent même pas le statut de leur agent. Et vous voyez, il y a toute une acculturation à faire. En tout cas, ils ne sont pas opposés. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas, moi, j'ai jamais, enfin, tous mes collègues, je n'ai pas senti quelqu'un qui m'a dit non, je ne le ferai pas, ça va me coûter de l'argent. Non, ils ont besoin d'explications. Ils ont besoin, comme je leur ai dit, à 7 €, ça représente même pas 100 € par an. Vous n'allez pas me dire que dans votre budget, vous ne pouvez pas sortir 100 €. Pour moi, c'est inentendable.
enfin bon, parce que peut-être je suis sensible au RH, mais si une entadame, même sur une collectivité de strate qui est très basse, je crois qu'il faut qu'on sache ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des agents? Parce que pour moi, là aussi, la santé est très, très importante. Et aujourd'hui, dans les collectivités, ce qui n'est pas le cas dans nos collectivités rurales, on est face à l'absentéisme. Mais l'absentéisme, si les gens ne peuvent pas avoir une prévoyance, enfin prévoir des soins, c'est terrible. Si on veut des agents en bonne santé, il faut qu'ils puissent se soigner. Donc, il faut aider. Aujourd'hui, on sait le coût de la santé. Donc, il faut aider nos personnels à avoir justement un potentiel santé qui favorisera leur maintien à l'emploi. Enfin, et puis, bon, il y a aussi au niveau santé, il y a l'attractivité face au privé, parce que le privé, il a par rapport à ce débat, il y a surtout la question, c'était que beaucoup de gens nous ont remarqué que c'est compliqué de faire un débat sans les décrets. Mais voilà. Je vois Bruno Jarry qui Oui, ça limite un peu, mais pour rebondir sur ce que disait Mme Ganche, on est bien d'accord sur le fait que c'est d'abord une prise de conscience au niveau des élus de l'Assemblée, et notamment par rapport à des a priori potentiels sur les protections des fonctionnaires. Hein. J'y reviendrai peut-être dans les éléments que je présenterai tout à l'heure. Il y a peut-être quelques fantasmes sur la protection sociale statutaire des fonctionnaires qui n'est pas si bonne que cela. Et qui fait qu'en effet, les DRH sont confrontés à des situations individuelles assez difficiles, assez dramatiques. Donc, il y a au moins une prise de conscience. Et puis, moi, je reviendrai aussi là-dessus. L'intérêt quand même aussi de cette ordonnance, c'est le côté anticipation possible et donc début de la réflexion des élus pour voir un petit peu comment sera la montée en charge si vraiment ils partent de loin. Alors, juste une dernière question sur ce côté anticipation, puis après, je vous passerai la parole, Bruno Jarry. Il y a l'idée qu'une réforme, a priori, pour qu'elle soit une bonne réforme, elle doit être mieux-disante, quoi. Et on voit que beaucoup d'agents se posent la question, est-ce qu'elle le sera dans quelques années? Parce que les montants de participation étant relativement bas, le risque est que le reste à charge des agents soit trop important, voire de plus en plus important, que leur répondre. Alors moi, je vais vous répondre parce que je vous dis, on n'a pas fini de travailler et bien évidemment que je comprends les organisations syndicales et même les employeurs. Il y aura effectivement de la revoyure et puis il y a une indexation sur les cotisations. C'est pas possible effectivement aujourd'hui, mais 7 € aujourd'hui, en 2026, je comprends que, ou en 2025, je comprends que ça ne représente pas. Mais il faut savoir que la participation, il faudra aussi être très attentif, que plus vous augmentez la participation de l'employeur, plus le reste à charge de l'agent sera important. Donc, il faut aussi rester sur ces bases-là. Par exemple, moi, je donne, par exemple, pour la prévoyance, je donne 15 €. Donc, vous voyez, je suis bien au-delà. Et en plus, au niveau national, les chiffres que la Fédération nationale des centres de gestion nous a émis, pour ceux qui cotisent, on est sur une moyenne de 10 à 11 €. Donc 7 €, c'est vraiment un seuil. Vous voyez, je veux dire que je pense que quand les élus auront pris effectivement la mesure et effectivement de cette réforme, je pense qu'il s'instaurera un dialogue et en tout cas peut-être une prise de conscience et une participation à la hauteur de la considération en tout cas qu'on a de nos agents, parce que c'est aussi leur montrer notre considération. Elle passe aussi, c'est bien gentil de les remercier verbalement, mais la gratification, elle doit être aussi reconnue au niveau de leur salaire. Absolument. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on, cette fois-ci, je vous laisse tranquille quelques instants. On va poser une question à nos internautes, hein, puisque c'est une règle que nous avons, qui d'ailleurs, qui correspond au début de nos propos. Hein. On leur demande, est-ce que vous êtes considéré que vous êtes suffisamment informé sur les modalités de mise en place de la PSC? Oui ou non? Vous répondez par oui ou par non, et je transmettrai j'ai plus rien sur l'écran, transmettrai les résultats à nos deux intervenants et je les ferai réagir. Alors, quelques instants pour la question sondage. Et puis, peut-être avant de vous passer la parole, Bruno Jarry, je ne sais pas si vous nous voyez, voilà, parce qu'on avait une perte d'écran. Juste une petite question qui est toute simple et qui montre à quel point un certain nombre d'agents ne sont pas informés. Quelle est la différence entre la convention de participation et labellisation?
des agents, simplement juste en quelques mots pour expliquer et évacuer, si je puis dire, cette question. Alors, je peux répondre à cela. Donc, la labellisation, c'est en effet, ce sont des contrats que les agents peuvent prendre à titre individuel, des contrats qui sont labellisés au niveau national. Et l'employeur, à partir du moment où c'est labellisé, peut participer à ce contrat. Mais c'est un choix individuel sur l'ensemble des contrats labellisés proposés par l'ensemble des prestataires. Alors que dans la convention de participation, c'est l'employeur qui lui contractualise avec un des prestataires, avec une assurance, une mutuelle, et qui va proposer un produit à tous les agents, un produit unique. Voilà, c'est la grande différence, avec là aussi une participation possible. On a dans un cas un contrat de groupe, et dans l'autre cas, pour la labellisation, un contrat individuel. Qui est individuel. Ok, merci pour ces éclaircissements. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va vous dérouler le slide de M. Jarry, qui ne se déroule pas d'ailleurs. Petit moment technique, ce sont les joies du direct. Voilà, les choses reprennent. Donc, Bruno Jarry, vous êtes intéressé à lister et à analyser les enjeux de la PSC au sein à la fois de la politique budgétaire de nos collectivités, mais aussi la politique sociale, hein, avec un troisième volet qui est son impact sur l'attractivité, qui est aussi un grand enjeu des collectivités en ce moment et qui est revenu dans l'actualité d'ailleurs parce que votre présidente a participé à un rapport fort intéressant, Mathilde Licard, sur l'attractivité de nos collectivités. Mais juste un petit éclaircissement avant d'évoquer ces trois enjeux. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par PSC rénové? Oh bah, principalement qu'elle existait déjà, elle préexistait à cette nouvelle ordonnance. On a vu que beaucoup de collectivités, selon les strates, participaient déjà à la protection sociale complémentaire. Il y a beaucoup déjà de contrats de groupe, même sans participation aussi, qui existent dans les collectivités, que ce soit pour la prévoyance ou la santé. Donc c'est quelque chose qui existait déjà. Et c'est rénové parce que voilà, avec là cette obligation de participation, ces nouvelles options qui sont proposées, on a là un nouvel outil dont il faut s'emparer pour la suite. Très bien. Alors donc une stratégie à définir au sein des lignes participantes. Directrice, je vous en prie. Oui, alors en effet, c'est intéressant, je trouve, moi, dans cette ordonnance et dans les suites, parce qu'on voit que les négociations ne sont pas terminées, c'est qu'on a vraiment une anticipation possible. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que en matière de ressources humaines, on est souvent confronté à des textes qui sont presque d'ailleurs rétroactifs ou avec application immédiate, avec une difficulté d'associer de fait nos élus ou les organisations syndicales. Là, on a vraiment une anticipation possible et disons que avec la loi de transformation de la fonction publique qui a institué les lignes directrices de gestion, on peut faire une association immédiate en se disant que dans la politique RH que la collectivité va afficher, eh bien, on pourra intégrer cette politique sociale à travers la politique, les prestations sociales complémentaires. On pourra intégrer cette politique-là et avoir des orientations à long terme. Et je fais aussi le rapprochement avec le débat d'orientation budgétaire. On manque souvent de sujets sur lesquels on peut vraiment se projeter sur plusieurs années. Eh bien, voilà un sujet sur lequel on a la possibilité de dire on a une montée en charge budgétaire potentielle importante pour arriver en 2025 ou en 2026 à cette cotisation obligatoire. Et là, il y a des choix de progressivité à faire par les collectivités. Donc, je trouve ça très intéressant. C'est tout de suite une politique qu'on va pouvoir intégrer dans nos lignes directrices de gestion, si on ne les a pas encore totalement fixées, ou dans les futurs débats d'orientation budgétaire. Voilà. Le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est que, en effet, Madame Gaulle, je disais tout à l'heure, c'est vrai que les contraintes budgétaires sont de plus en plus fortes pour nos collectivités, et c'est vrai qu'en matière RH, c'est un fait, hein, les refontes de grilles sont assez courantes et imposent chaque année de nouvelles dépenses. Mais il est vrai que la PSC va être mise un petit peu aussi en concurrence avec la politique indemnitaire. Hein. Donc le RICEP aujourd'hui est bien propagé dans toutes les collectivités. On sait qu'on a des règles d'absentéisme, les règles de versement du régime indemnitaire en cas d'absence à définir. Bon, tout ça doit être pensé aussi par rapport à ce qu'on va apporter au niveau contribution de protection sociale complémentaire. Je m'explique. En matière de prévoyance, on va prévoir voilà, un niveau de cotisation de participation employeur plus ou moins important. Ça peut être mis en parallèle d'une politique plus ou moins, on va dire, limitative en matière de versement lorsqu'on est en congé maladie.
Et donc, on va avoir peut-être un phénomène de vase communicant entre une politique indemnitaire et l'absentéisme et une politique de contribution à la protection sociale complémentaire. Donc ça, c'est des choix aussi qui peuvent être faits et qui peuvent faire que la dépense supplémentaire peut être régulée aussi avec d'autres outils, puisque le régime militaire est totalement aussi à la main des collectivités, même si elle est cadrée par le texte du RIFSEP. Et puis, je voulais revenir enfin sur le côté débat. Donc, comme je disais, d'abord, prise de conscience, c'est intéressant. Débat qui n'a pas toujours été fait, je pense, en assemblée, on va dire plénière, parce que c'est pas évident non plus d'intéresser tous les élus à cette question. On sait que les débats RH sont pas souvent très longs en conseil municipal ou conseil départemental. Ça peut aussi être lors d'une commission spécialisée en matière de RH, pour pouvoir un petit peu montrer où est l'existant de la collectivité et où on pourrait arriver. Mais c'est encore un débat très, très précoce par rapport aux discussions qui vont s'engager. Donc, je pense que les collectivités auront le loisir de faire des débats plus tard. Voilà. Alors, l'enjeu social. Bah oui, c'est l'enjeu majeur, c'est évident. Madame Ganche l'a rappelé, par rapport à des populations parfois fragiles, des personnes qui sont à temps non complet, qui ont parfois une absence de régime indemnitaire encore, ou voilà, des salaires peu élevés. C'est évidemment un enjeu très important, et comme je le disais tout à l'heure, on est confronté vraiment à des situations individuelles difficiles au niveau des RH, et lorsque l'agent a contractualisé, notamment pour la prévoyance, j'insiste, puisque je ne suis pas revenu là-dessus tout à l'heure, mais pour l'association des DRH, la DRH-GCT, la prévoyance était vraiment la priorité. C'est peut-être la petite déception finalement de l'ordonnance, c'est que le seuil aurait pu être plus élevé pour la prévoyance, alors que pour la santé, il peut paraître déjà à un niveau assez correct. Voilà. Mais voilà, il y aura la suite à ces négociations et on peut penser que ce seuil augmentera. Voilà, donc pour la prévoyance, un système vraiment qui est vraiment favorable à l'agent, à son maintien dans l'emploi. Et c'est un phénomène qui doit aussi être perçu par rapport au vieillissement de la fonction publique, qui est réel. Aujourd'hui, on est autour du moyenne d'âge de 45, 47 ans, 48 ans. On approche des 50 ans. Et évidemment, avec l'âge viennent parfois des ennuis de santé. Et donc, la protection sociale complémentaire pour la fonction publique, c'est clairement une priorité. J'ajoutais aussi, par rapport à cet enjeu social, si on revient par rapport à l'actualité. On a beaucoup de questions d'ailleurs sur la solidarité intergénérationnelle. Oui, alors, d'autant que les jeunes agents privilégient évidemment le pouvoir d'achat en arrivant. Et que lorsque on n'a pas une souscription obligatoire à un contrat, on a potentiellement des agents qui se disent non, mais moi j'ai ça de côté, j'ai d'autres priorités, j'ai des achats à faire, etc. Et c'est vrai qu'il y aura un des enjeux sur lesquels on reviendra tout à l'heure, sur une option possible, c'est la souscription obligatoire, sur lesquelles les collectivités pourront débattre, que ce soit avec leurs élus ou les organisations syndicales. Mais effectivement, c'est un système de solidarité. Alors, on pourra peut-être d'ailleurs élargir, et on y reviendra, en mutualisant avec d'autres collectivités ou en prenant un produit proposé par les centres de gestion. Alors, dans les autres éléments sociaux, comme je le disais, il y a la partie contexte récent autour de la crise sanitaire qui a montré qu'on avait des agents qui avaient pu vraiment être en première ligne ou alors qui avaient pu changer de fonction pour aller sur des priorités de la collectivité lors de la pandémie. Et on a eu beaucoup de réflexions, notamment lors d'un colloque d'octobre 2020 de la DRH-GCT, de M. Bessard-Desor, un intervenant universitaire, qui avait dit « il va falloir absolument, lorsque cette crise sera finie, revenir vers ces personnes, repenser à ces personnes, repenser notre politique RH par rapport à ces personnes-là. » Et je pense que dans ce cadre-là, je trouve ça assez opportun, les décrets qui vont sortir. On va pouvoir en effet revenir sur une politique sociale et notamment en direction peut-être des salaires les moins élevés. Et puis, pour redire en fait aussi que la protection statutaire n'est pas au niveau souvent fantasmé. On a des conditions de maintien de salaire qui ne sont pas si avantageuses pour la fonction publique. Je rappelle qu'au bout de 90 jours en maladie ordinaire, on est admis traitement, que pour les congés de longue maladie, c'est au bout d'un an qu'on arrive à admis traitement. Pour les congés de longue durée, c'est un peu plus long, mais il y a quand même plus de conditions. Donc,
c'est une protection sociale statutaire qui a ses limites. On sait aussi qu'on a un nombre de retraites invalidité qui est important, hein, qui a évalué à peu près 10% dans les pensions. Ça veut dire derrière avec une pension vraiment à minima. Et donc tous ces éléments-là montrent que la protection sociale complémentaire est vraiment une très bonne opportunité pour les employeurs par rapport à leur contexte d'emploi. Alors quelques mots peut-être sur l'attractivité avant que de peut-être prendre un premier jeu de questions qui se multiplient. J'ai vu que dans l'attractivité, vous aviez utilisé le mot fidélisation. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si la PSC est un outil de recrutement, j'allais dire, ou plutôt plus un outil de fidélisation des… Alors, ça peut être un outil de recrutement quand même. On va potentiellement, mais c'en est un parmi d'autres. C'est-à-dire qu'une collectivité, on parle beaucoup aujourd'hui de marque employeur, quand elle va définir sa marque employeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut mettre en avant comme atout, argument pour recruter. Elle peut l'inscrire parmi ses arguments, hein, elle peut clairement le mettre. Mais ce ne sera pas non plus l'argument principal pour un agent qui cherche un emploi pour venir dans une collectivité. Et puis on va dire peut-être d'ailleurs que celles qui ont les moyens d'offrir un régime militaire très important sont peut-être les mêmes qui vont proposer une contribution importante à la PSC. Hein. Donc voilà, c'est un élément parmi d'autres à l'attractivité. En revanche, c'est vrai, je pense que pour la fidélisation, ça peut être un élément. On sait que la portabilité de la PSC est faible, sauf à travers la labellisation. Mais il faut trouver dans ce cas-là une autre collectivité qui a choisi le mode de la labellisation. Mais sinon, pour ce qui est d'un contrat collectif, forcément, on changera de contrat. Et lorsque l'agent est habitué à ce contrat, lorsqu'il se sent protégé, voilà, lorsqu'il le sent protecteur, peut-être que ce sera un argument pour lui pour dire, bon, je préfère rester dans cette collectivité. Je le vois plus de ce côté-là que dans le côté attractivité. D'accord. Alors, je vous propose… Mais pardon, allez-y. Excusez-moi, c'était juste avec le secteur privé, en revanche, où là, il fallait qu'on fasse peut-être un équilibre, puisqu'on sait que là, la participation était obligatoire à 50%, que dans la plupart des cas, en prévoyant notamment les accords de branche, on prévoyait. Et donc, là, par contre, et les échanges privés sont de plus en plus courants dans nos fonctionnements, et là, il était important qu'on se mette un peu à niveau. Alors, ce que je vous propose, c'est que d'abord le résultat de notre petite question posée tout à l'heure. Alors là, on est dans un ballottage total, c'est-à-dire qu'en fait, une égalité, c'est 50-50, quoi, à peu près. Je me sens informé, je me sens pas informé, il y a les comptes. Et donc voilà, ça peut peut-être s'expliquer dans le fait que parmi les personnes qui nous regardent, il y ait une partie employeur et une partie agent, hein, et que certains employeurs soient plus informés que les autres. Ça se ressent d'ailleurs dans les questions. Je vais me permettre, parce que nous en avons énormément, de vous en poser quelques-unes qui sont un peu au fil de l'eau, qui ne correspondent pas forcément directement à vos propos. Peut-être que vous pourrez répondre ou pas, parce que justement, on est à une période où on n'a pas forcément les réponses à tout. Il y a beaucoup de questions, notamment sur notamment ça c'est pour les employeurs, sur le fait que est-ce qu'il va y avoir obligation de passer par un marché public pour la PSC alors. Oui, on a une mise en concurrence qui est prévue par l'ordonnance, ça c'est certain. Donc, il y aura un marché pour les collectivités qui voudront partir sur le système d'un contrat collectif. Hein. Bien entendu, la labellisation reste possible et elle n'implique pas donc une mise en concurrence. D'accord. Beaucoup de questions aussi sur les agents qui ont plusieurs employeurs. Comment ça se passe? Et ça concerne pas mal d'agents. Chantal Gand, je vous vois sourire, mais… Oui, c'est des questions, bien évidemment, qu'on s'est posées, mais qui sont aujourd'hui, on va les travailler, puisque, je vous le dis, effectivement, on va aborder le décret de 2011, et tout ça fait partie des négociations qu'on va avoir, mais de toilettage de ce décret. Donc, c'est certain que tous les cas de figure, en tout cas, nous, collège employeurs, on les a soulevés. Donc, il reste, je vous dis, beaucoup de points d'interrogation, enfin, en tout cas, beaucoup de travail, parce qu'aujourd'hui, je ne vous donne pas les réponses, mais bien évidemment, ça sera, on en tiendra compte. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on veut partir sur une solidarité intergénérationnelle.
nous, on est quasiment parti pour pas qu'il y ait aussi de questionnaires de santé, par exemple. Donc, vous voyez, on est, je dis là aujourd'hui, je vais pas, voilà, il faut aussi laisser la négociation avec les organisations syndicales par rapport à, donc je vous dis, au décret 2011. Et je pense qu'on veut aller, Monsieur Jarry, vous l'avez dit, c'est pas pour faire moins, on va faire plus, sinon ça fera d'intérêt. Donc, je crois que toutes les situations seront étudiées. En tout cas, la seule chose que nous voulons aussi, et Monsieur Jarry, je ne sais pas si vous pouvez effectivement appuyer mon propos, mais c'est de dire que la labellisation, autant la convention cadre portée par exemple, les centres de gestion, on aura beaucoup plus une maîtrise des coûts, enfin en tout cas des augmentations, que dans la labellisation. Le contrat individuel, en définitive, c'est l'assureur et l'agent. Et donc, ce que nous craignons beaucoup, c'est un petit peu ces appels, c'est-à-dire on part sur la première année sur des cotisations attractives et puis d'un seul coup, on se retrouve avec des cotisations en augmentation, ce qui ne sera pas le cas avec une convention cadre au niveau portée par les centres de par les collectivités. Donc, c'est pour ça aussi que je répète, et ça nécessitera beaucoup d'informations venant des DRH, venant des centres de gestion, en tout cas auprès des élus, mais aussi surtout des agents, pour qu'ils aient tous les éléments à leur possession pour bien choisir ce qui leur correspond. Je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que nous tenions également par rapport au contrat santé, parce que je pense que la question va être posée, c'est de ne pas, les gens auront le choix, c'est-à-dire que s'ils ont une mutuelle aujourd'hui, surtout par les conjoints, etc., qui est beaucoup plus favorable, il y a beaucoup de questions à ce sujet. Céder pour, voilà. Donc là aussi, nous avons, donc il y a le décret, c'est une base, c'est un, comme je dirais, et aujourd'hui, c'est une fondation, aujourd'hui on est en construction. Et on n'aura pas, on ne pourra pas vous donner toutes les réponses, en tout cas elles sont toutes bien intégrées et il va falloir effectivement qu'on travaille. Je le répète, il est quand même important pour nous, employeurs, qu'il y ait une négociation locale qui doit avoir toute sa place et même beaucoup de place parce que nous tenons aussi à la libre administration. Donc voilà, il y aura vraiment le cadre, mais on veut que le local, c'est une négociation locale pour aller vers le plus favorable. Pour les uns, dans les équipes. Beaucoup de questions nous sont posées sur le fait que sur les possibilités de panachage, ça vient à la fois des agents et des employeurs d'ailleurs, savoir si il peut y avoir de la labellisation prévoyance et puis pas sur la santé. Est-ce que parmi les agents il peut y avoir le choix, il y a la liberté, enfin voilà toutes ces questions. On sent qu'il y a un besoin d'être rassuré sur ces questions-là. Et ça, vous pouvez nous donner des éléments de réponse. Oui, je pense quand même, on n'est pas. Bien sûr, je crois que autant il y aura l'obligation pour les employeurs, pour l'instant, il n'y a pas l'obligation pour les agents, hein, on est bien d'accord. Donc, je crois que non, chacun, on est quand même dans un état de droit. Enfin, je ne vois pas qu'on irait imposer. En tout cas, ça sera par la négociation locale. Après, je ne sais pas moi ce qui se fera localement, mais c'est pour ça l'intérêt, c'est que ça soit local. Et il n'y aura pas national, enfin au niveau, je ne pense pas qu'on parte sur des obligations de ce type-là au niveau national. Je ne sais pas, monsieur Jean. Oui, pardon. Allez-y, Bruno. Oui. Oui, non, pour rebondir sur ce que disait Madame Ganch, un panachage possible, c'est sûr. On sait qu'aujourd'hui, en matière de santé, c'est difficile parfois de définir le niveau de protection de garantie homogène pour tous les agents. Donc peut-être que la labellisation, ça permet un choix individuel, alors que pour les contrats de prévoyance, on avait plus, je crois, les collectivités penchaient déjà plus pour des contrats de groupe. En définissant elle-même le niveau de garantie de maintien de salaire qu'elle souhaitait pour ces agents. Donc ça continuera potentiellement. Il y a surtout aussi les contenus des paniers, parce que ce qui sera important, c'est ce qui sera proposé. Voilà, moi je crois que c'est ça aussi qu'on est en train de travailler, parce que il ne suffit pas de faire des annonces où ça serait un panier qui ne serait pas suffisant pour la protection des agents. C'est bien là, aujourd'hui, le travail en cours. Bon, en tout cas, on peut s'attendre à une souplesse et un choix qui est local. Voilà, pour résumer vos propos, parce qu'il y a effectivement beaucoup de questions très diverses sur ce sujet-là. C'est la différence entre l'État et la territoriale. N'oublions pas la ligne d'administration. Je pense que heureusement, il y a. Alors,
Mais je crois que vous savez, la négociation locale, elle sera beaucoup plus, je le répète, c'est vraiment un plancher, les sommes annoncées. Et je pense que, vous savez, je le dis, par exemple, au niveau national, la garantie santé, le montant moyen de participation était de 15,14 €. Le moyen prévoyant, c'était moyen de 11,52 €, j'ai retrouvé. Donc, on peut supposer, et je pense que les employeurs seront bien au-delà de la participation de ce qui est annoncé, mais laissons la négociation locale, laissons encore une fois cette libre administration des employeurs. Mais je pense que dans l'intérêt des agents, j'en suis bien persuadée. D'accord, dans l'intérêt des agents. Alors, je propose qu'on en vienne maintenant aux enjeux de plus de mise en œuvre, hein, qui touchent à la fois le dialogue social et le pilotage interne. C'est vrai qu'un domaine où d'ailleurs les petites collectivités vont, à mon avis, bien avoir besoin des centres de gestion, mais on reviendra peut-être sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est quand même, pour m'y plonger, moins spécialiste que vous, mais comme d'autres, c'est quand même un sujet qui est complexe, hein, qui demande une véritable technicité. Et je pense qu'en interne, c'est important. Et puis, il y a un gros enjeu de communication interne, quoi. Donc, sur ces enjeux de mise en œuvre, Bruno Jarry. Oui, alors en effet, j'avais vu 3 enjeux, donc l'un sur la mutualisation ou le recours au centre de gestion, celui sur l'enjeu du dialogue social, et puis peut-être un enjeu plus interne pour la RH, mais là c'est plus en direction des DRH. Sur le dialogue social, c'est évident que après que des grandes orientations aient été données par les élus, par l'exécutif, sur l'aspect budgétaire, sur les grandes orientations principales, sur le cadrage du projet, je pense que c'est intéressant ensuite de faire intervenir là, la discussion avec les représentants du personnel sur des aspects notamment optionnels, parce que là encore, un intérêt du texte, c'est que, de l'ordonnance en tout cas déjà, c'est que la souscription notamment obligatoire, le contrat obligatoire pour les agents de la collectivité est une option possible. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un accord collectif là-dessus, avec les organisations syndicales pour que ça exprime vraiment le désir majoritaire de partir sur ce contrat obligatoire, voilà, en fonction du contexte local. Et ça, je pense que c'est intéressant, de même que toutes sortes d'autres questions qui vont se poser sur l'ouverture à la composante familiale, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on s'occupe juste des agents ou est-ce qu'on veut étendre aux familles, est-ce qu'on ouvre aussi aux retraités? C'est une question qui se posera forcément, retraités de la collectivité. Et tout cela, à mon avis, enfin, je pense qu'il n'y aura pas d'a priori ou d'idées préconçues là-dessus de la part que ce soit des élus ou des techniciens de l'administration, et qu'il y aura vraiment une possibilité là de partir sur un débat et voilà, c'est très bon, c'est aussi bon pour le dialogue social. On a parlé tout à l'heure notamment du choix entre labellisation, alors là qui reste par défaut, enfin qui n'est pas qui n'est pas supprimé de dispositif possible, même si c'est vrai que les nouvelles possibilités orientent vers un contrat collectif. Bon, mais la labellisation, ça présente aussi parfois un intérêt de choix individuel, c'est-à-dire est-ce que je vais privilégier plutôt un tarif très bas qu'on me propose parce que je suis encore jeune et que mon questionnaire santé ne posera pas de problème, etc. Ou est-ce qu'au contraire, je cherche une protection très très importante que seul ce produit-là pourrait vraiment me proposer, alors que la collectivité proposerait peut-être une protection à minima. Ça peut être un choix particulier, mais à travers le contrat collectif, on peut là avoir voilà, des choix à faire forts sur le fait qu'on propose d'abord un tarif attractif à travers ce contrat de groupe, ou au contraire un niveau de protection important. Voilà, ce sont des choix qui vont être faits, voilà, et des choses qui doivent être débattues avec les représentants du personnel. L'enjeu du pilotage interne, mais peut-être que M. Perinel, je vais revenir au premier enjeu que j'avais identifié avant celui du pilotage interne, parce que c'est vrai que ça reste le plus technique, mais c'était celui avant sur la partie mutualisation. Parce qu'en effet, ce qui est quand même aussi très intéressant, c'est l'idée que on est, et Mme Branche le signalait,
Je pense qu'il y a un des slides qui a dû disparaître dans notre… D'accord. Alors voilà, je voulais revenir sur ce côté mutualisation, parce que on a vu en effet dans la période passée qu'on a parfois été, y compris les collectivités, un peu démunies face aux augmentations de cotisations. Lorsqu'on était dans un contrat avec une mutuelle, on n'a pas toujours les compétences en interne pour comprendre une augmentation de cotisation qui n'est pas liée uniquement à l'absentéisme de la collectivité. Il y a plein de paramètres et on n'a pas de… les calculs actuariels nous dépassent complètement, à moins d'être assisté effectivement de manière constante par un consultant, ou d'avoir le soutien d'un centre de gestion important, mais en tout cas, on a parfois été démunis par rapport à ces contrats. Donc je pense qu'un des enjeux importants dans la discussion, ça va être la mutualisation. Et d'abord la mutualisation entre potentiellement plusieurs collectivités, si en tout cas on ne se rattache pas au centre de gestion, mais j'y reviendrai après. C'est-à-dire que pour notamment des collectivités de taille intermédiaire ou importante, peut-être l'idée de se rapprocher d'une collectivité proche pour représenter, pour d'abord peut-être pouvoir disposer de plusieurs compétences au sein de ces collectivités, puis peut-être d'avoir un pouvoir de négociation un petit peu plus important, parce que c'est vrai que ça a été parfois le défaut sur la période récente. Et au-delà de cette question de mutualisation, il y a aussi l'ouverture. Vous avez vu qu'à travers l'article 2 de l'ordonnance, c'est quand même clairement devenu une compétence des centres de gestion, qui n'avaient pas toujours beaucoup des prestations à proposer en ce sens. Et en plus, une prestation qui peut être régionale ou interrégionale. Alors pour moi, c'était un point très, très intéressant. C'est-à-dire que là, on pourrait, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un débat progressif dans les collectivités, parce que ces propositions des centres de gestion, elles vont venir peut-être progressivement. Et on peut avoir peut-être là des contrats, alors d'abord bien ficelés, parce qu'avec des experts vraiment présents dans ces centres de gestion, et puis avec des propositions qui, grâce au nombre de personnes concernées, pourront être vraiment très avantageuses. Donc ça, c'est un élément, une nouveauté qui semble vraiment avoir des répercussions très intéressantes. Il y a beaucoup de remarques sur les centres de gestion, enfin on pourra peut-être y revenir avec Chantal Gorge, sur une petite inquiétude, si je puis dire, de la part des internautes sur… on parlait de géométrie variable dans notre titre, mais de géométrie variable aussi dans les centres de gestion, qui n'ont pas forcément tous la même expertise selon les départements. Et ce qui voudrait dire, d'une certaine manière, l'idée, vous l'évoquiez d'une certaine manière, est-ce qu'ils se regroupent eux aussi ou se régionalisent pour avoir une réponse plus professionnelle? Le terme est un petit peu exagéré. Je ne sais pas si ça suscite des commentaires, mais je vous faisais part de ces internautes. Clairement, pour moi, c'est un des aspects très importants et la balle est un peu dans les camps des centres de gestion de fait, de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer aux collectivités. Et pas seulement aux collectivités affiliées, puisque ça peut être aussi très intéressant pour des collectivités qui n'ont pas les moyens, alors qu'elles ont déjà quelques milliers d'agents. L'avis de Chantal Gorge pourrait être intéressant sur ce sujet. Oui, sachant quand même qu'aujourd'hui, nous sommes dans les centres de gestion, puisque je suis à celui de la Gironde, nous sommes dans des coopérations régionales. Enfin, en tout cas, il y a énormément de… Aujourd'hui, de plus en plus. Voilà, nous travaillons sur différents secteurs déjà en coopération. Donc ça, alors après, là il y a la coordination, effectivement, le coordinateur des centres de gestion, mais est-ce que ça sera départemental, interdépartemental, régional? Parce que moi, la Nouvelle-Aquitaine, ça fait quand même, ça peut être aussi des usines à gaz. Donc, mais je pense que en tout cas, notre réflexion sera de tenir en définitive une qualité de contrat avec un prix accessible au plus grand nombre. Donc, et surtout la sécurisation de ces contrats. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une réflexion qui est déjà un petit peu faite au niveau des centres de gestion. Je suis d'accord, tous les centres de gestion n'ont pas effectivement les mêmes des fois moyens, mais je crois que ce travail est déjà entamé par la Fédération nationale des centres de gestion. En tout cas, la réflexion est déjà en cours. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, ce que je vous propose… La mutualisation est toujours, alors elle n'est pas toujours souhaitée ou souhaitable, mais la mutualisation, en tout cas, arrive toujours quand même à une obtention à ce niveau-là pour être très intéressant dans les contrats et même pour… je sais bien que les mutuelles ne sont pas très, très d'accord, parce qu'ils préfèrent la labellisation, mais voilà, ça sera
en tout cas, c'est des options qui sont aujourd'hui travaillées. Déjà. OK. Alors, ce que je vous propose, il nous reste une dizaine de minutes, donc ça va très vite. Si Bruno Jarry voulait bien, sur la dernière slide, peut-être en quelques mots, de manière à pouvoir répondre à de nombreuses questions, le maximum de questions derrière. Voilà. Oui, c'est vrai que ça exigera juste là, c'est d'un point de vue technique pour l'administration, peut-être aussi de repenser le pilotage de cette PSC parce qu'elle est parfois partagée entre différents secteurs. Souvent, la paye à charge, on va dire, le rapport avec la protection, enfin avec la mutuelle lorsque l'agent arrive à demi-traitement et puis fait cet intermédiaire entre l'agent et la mutuelle, notamment lorsqu'on est en contrat de groupe. C'est un peu différent pour la légalisation. On a souvent un secteur social qui, lui, pilote un peu tout l'ensemble des politiques sociales de la collectivité, avec l'équipe au restaurant, l'amicale du personnel ou le CNAS, etc. Voilà. Et là, souvent, c'est là qu'on réfléchit aux prestations qu'on voudrait apporter aux agents. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, comme le dialogue social va entrer en jeu, ceux qui sont chargés de ce dialogue social. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit enjeu de pilotage en interne RH de toutes ces équipes pour réfléchir à la fois aux solutions que l'on veut pour la collectivité, puis pour les mettre en œuvre derrière, parce que l'impact n'est pas le même non plus entre ces différents choix. Un contrat collectif, parfois, ça peut engager un peu plus la collectivité qui devient l'interlocuteur ou qui est l'interlocuteur de l'agent jusqu'au bout. Et tout est transparent. Enfin, voilà, tout est transparent pour l'agent. Il ne voit pas que derrière, voilà, il y a un travail avec la mutuelle qui est en contrat, alors que pour la labellisation, l'agent a quand même plus de démarches à faire à titre personnel et l'intervention de la collectivité est moins importante. Voilà, c'est des petits enjeux qui peuvent entrer en compte dans les choix, en tout cas, que vont faire les collectivités. Alors, je vais essayer de regrouper les questions qui nous restent par thématique, si je puis dire. Il ne va pas être un exercice facile, on va faire au mieux. Il y en a un certain nombre qui portent en gros sur la portabilité des droits dans la mobilité. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, voilà, la portabilité, là, ça vaudra surtout sur la labellisation, parce que, de fait, si un agent a choisi un contrat labellisé pour lequel sa collectivité contribue et qu'il change de collectivité, son contrat sera toujours labellisé, ça c'est vrai. Et donc, il aura juste à savoir quel est le niveau de contribution de la collectivité. Et si, comme il est minimal, il aura au moins l'assurance qu'il aura un niveau de contribution de 7 € pour l'instant, par exemple, sur sa prévoyance. Ça, ou de 15 € sur la santé. Donc, ça, c'est un élément de portabilité. Sur les contrats, en revanche, collectifs, pour l'instant, on peut penser que c'est plus limité, puisqu'on va passer d'un contrat passé par un employeur à un autre contrat passé par l'autre employeur. Mais au moins, il y a cette garantie de contribution. Donc, c'est quand même un élément déjà de protection important. Beaucoup de questions sur le dispositif de revoyure, parce que c'est le revoyure des paniers de référence qui interviendra plus tard, en 2024, je crois, ou quelque chose comme ça. Qu'en est-il? Enfin, c'est une question qui est assez large, hein, mais on voit qu'autour de ça, il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce qu'on peut rassurer Chantal Grange? Non, la revoyure, ça sera toujours pour un plus, ça ne sera pas pour un moins. C'est-à-dire que la revoyure, justement, c'est de savoir est-ce que ça sera 7 € ou ça sera voilà, renégocié, puisque en tout cas, non, ça sera. Nous sommes engagés, les employeurs, au niveau des organisations syndicales, pour qu'il y ait effectivement cette revoyure, parce que aujourd'hui, on a besoin, chacun. Monsieur Jarry le dit, on a tous besoin de s'acculturer, hein, donc il se peut qu'il y a des éléments qui nous ont échappé, qu'il faudra voilà, retravailler, et je crois que c'est bien qu'il y ait cette revoyure, parce que bon, ça nous laisse 2 ans. Bon, évidemment, on ne va pas passer de 7 € à 15 €, hein, rassurer les employeurs, parce que c'est peut-être la revoyure. C'est une question de l'agent. Si je peux me permettre cette information, mais personnellement, je la partage. Peut-être que 2026, c'est un peu loin. Donc, oui. C'était une question, pourquoi si est-ce qu'on ne pourra pas anticiper peut-être, si chacun voilà, s'est laissé un temps de s'approprier la PSC? Et moi, j'estime que, voilà, moi, personnellement, dans la collectivité d'Aglo, où il y a quand même, je suis sur un service mutualisé de 1200 agents, vous pouvez vous douter que je ne vais pas, bon, on n'a que la prévoyance, on n'a pas la santé, on est très mauvais élèves. Mais donc, on va effectivement, suite aux élections professionnelles,
ça fait partie, et puis je pense que les organisations syndicales vont nous mettre tout de suite sur le tapis, ils n'auront pas tort, voir en 2023 comment on peut justement déjà commencer à travailler ce sujet. Ça, c'est, pour moi, ça me semble. Donc oui, 25-26, ça a été pour la revoyure, c'est peut-être pour anticiper. Voilà. Mais ça sera dans des plus, ça ne sera pas dans des moins, ça c'est clair. Voilà. Mais la liberté si chère des collectivités. Je rassure mes collègues employeurs. Hein, pas... La liberté si chère des collectivités, ça peut être aussi de faire des choses plus tôt. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas. Voilà. Donc là, ça devient l'attractivité, peut-être, on peut revenir là-dessus. Autre sujet qu'on évoquait tout à l'heure, auquel on n'a pas vraiment répondu, sur la question de la solidarité intergénérationnelle. Alors là, il y en a énormément pour nos retraités, quoi. Je pense que c'est une question qui est très attendue dans le cadre de la poursuite des négociations, ça. On vous entend plus. Tout à fait, oui, non, je coupe mon micro. Oui, c'est ce que là, on commence donc la semaine je crois le mois prochain, on commence à travailler avec les organisations syndicales, justement ce décret, je rappelle, décret de 2011 qui doit effectivement être, ça serait, si vous voulez, de ne pas le travailler, ça serait, cette réforme serait complètement incomplète. Donc, on a besoin de travailler ça. Le gouvernement, là, par rapport au capital d'essai, je crois, il y avait monsieur Jarry, parce que là aussi c'est très technique, maintenir le dispositif en cours. Hein, voilà. Donc, non, tout ça, ça va être parlé. Et nous, effectivement, tous ces points-là vont maintenant être négociés et on s'est donné, je vous dis, jusqu'au premier trimestre 2023. Voilà. Pour travailler ce. Plusieurs collectivités qui nous posent la question, si vous l'avez un petit peu évoqué, M. Jarry, je crois, sur la mutualisation, est-ce qu'elle peut se faire entre collectivités sans importage par les centres de gestion? Oui. Je pense que c'est déjà le cas pour certaines collectivités. Pourquoi pas une ville-centre avec la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine ou autre. Pourquoi pas un département qui est proche de la ville-centre, etc. Je pense que c'est déjà, le cas. Et l'intérêt là d'avoir quelques années pour le faire, en tout cas avant l'obligation de contribution, puisqu'on peut déjà passer ces contrats dès maintenant, c'est aussi de voir un petit peu quelles sont les échéances des contrats actuels des autres collectivités. C'est-à-dire qu'on peut commencer à se rapprocher d'une collectivité proche, voir un petit peu quelles sont ses échéances à elle, et puis se dire, eh bien, dans ce cas-là, on a peut-être potentiellement un contrat commun à monter d'ici 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Voilà. Je pense que c'est vraiment quelque chose, comme je disais tout au départ, qui peut bien s'anticiper. Beaucoup de questions également sur la pertinence de privilégier, comme certains le demandent, des contrats à adhésion obligatoire en prévoyance. J'ai pas compris la question exactement. Pourquoi ne pas avoir des contrats à adhésion obligatoire en prévoyance? Alors, c'est une possibilité, mais qui sera ouverte à travers les accords collectifs en interne. Et ça, c'est vraiment important. Ce n'est possible que s'il y a un accord majoritaire là-dessus en interne avec les organisations syndicales. Donc là, on revient sur l'enjeu dialogue social dans ce cas-là. Puis peut-être aussi volonté de l'exécutif dans ce domaine, hein, parce qu'il peut y avoir un cadrage général là-dessus. Mais et en effet, ça peut être intéressant par rapport à cette question je refais le lien de ce que vous disiez, M. Parinel, juste avant, sur la solidarité intergénérationnelle, car tant qu'on n'est pas sur une souscription obligatoire, cette solidarité, elle ne marche peut-être pas à 100%, hein, à moins que le contrat proposé soit vraiment super attractif, ou alors avec une participation telle qu'un jeune agent qui arrive, de toute façon, voit sa cotisation totalement couverte par la contribution employeur. Ça peut être un autre moyen, autre que la souscription obligatoire. Mais sinon, si on veut vraiment que tous les agents de la collectivité, et notamment ceux qui sont en bonne santé, on va dire les jeunes, peut-être potentiellement plus, intègrent ce contrat et donc le rendent plus équilibré, ça peut passer par la souscription obligatoire. Chantal Grange, j'ai eu le sentiment que vous vouliez réagir sur ce point, non? Non, moi je partage tout à fait les propos de M. Jarry et je crois que, je répète, pour moi il est primordial que le dialogue social local se manifeste et effectivement il y a
Après, c'est les politiques RH qu'on veut mener, la politique sociale que voudront les élus. Donc, c'est le libre choix, là. Hein, on revient à la libre administration. Mais effectivement, il y a le dispositif que vient d'annoncer M. Jarret, il est tout à fait possible. Hein. C'est clair. La contribution de l'employeur peut se faire de différentes manières, ça c'est sûr. Mais en tout cas, moi je trouve que la prévoyance c'est essentiel parce que il faut quand même se rendre compte de. Moi je ne sais pas, on a pris en exemple, moi je prends un exemple, si vous avez un agent. Souvent, une mère isolée, vous vous rendez compte, si elle se retrouve souvent un temps non complet, elle se retrouve sans revenu, au bout d'un moment, socialement, c'est quand même dur. Je pense qu'il faut que les employeurs réalisent ça. Hein, on peut mettre nos agents dans des difficultés quand même personnelles extrêmement dures. Donc, il faut que chacun… je vous dis, pour moi, ce sujet nécessitera beaucoup de pédagogie et pour que les employeurs, parce que je peux parler au niveau de mes collègues, s'approprient vraiment sa culture, ce thème, et se rendent compte des tenants et des aboutissants. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est pourquoi il n'y est pas par ignorance. Je ne pense pas que c'est un choix d'économie. Je crois pas. Je crois trop en la politique humaine des ressources. Donc là, je ne pense pas qu'on ait ce genre d'approche, mais c'est parce que je pense franchement, moi je l'ai vu auprès de mes collègues, ils ne savent pas de quoi on parle. Donc le jour où ils auront cette pédagogie, ils se rendront compte dans quelles circonstances on peut mettre nos agents, ce que monsieur vous l'avez dit, hein, depuis 2 ans nous sollicitons et on ne peut que les en remercier, ça a permis dans toutes les strates des collectivités de maintenir un service public de qualité, hein, et même essentiel pour certains. Je crois que pour moi, c'est la méconnaissance qui fait qu'aujourd'hui, des élus, alors je sais bien qu'il y aura un pourcentage de réfractaires, mais ça sera pour moi minime. On a besoin… Je pense que, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de remarques à ce sujet-là, je ne suis pas revenu dessus, qu'il y a une certaine attente aussi que les mutuelles, c'est ce que fait Mutam avec une émission comme aujourd'hui, ne soient pas que des prestataires, mais aussi des partenaires dans ce travail de pédagogie. Et je crois que c'est. Oui, ne vous inquiétez pas, ils nous ont beaucoup sollicité. C'est normal. Donc, à partir de là, il y aura un travail, bien sûr, de partenariat, qui a toujours été d'ailleurs. On parle de mutuelle, hein, je ne parle pas d'assurance. Non, je parle de mutuelle partenaire quand même. Oui, je dis bien partenaire. Je l'espère bien. C'est le cas aujourd'hui. Peut-être une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Une question que je pose à chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y aurait, selon vous, 1 ou 2 points de vigilance particuliers à venir sur ce sujet-là, où il faut que ce peut-être différent selon la taille de la collectivité, je ne sais pas. Est-ce que c'est plus vous parliez de pédagogie et de communication interne, est-ce que c'est des problèmes de technicité à régler? Est-ce que c'est une communication plus vers les agents ou vers les élus? Est-ce que, je ne sais, est-ce que c'est le panier? Est-ce que c'est, selon vous? Pour moi, ça ne pourra avoir lieu que quand il y aura une communication partagée, hein, parce que je me rends compte que les élus ne possèdent pas, mais les agents aussi. C'est-à-dire que je pense quand même qu'il y a des moments, alors peut-être nous dans nos collectivités, qu'il y a un temps de pause entre l'élu et les agents d'abord, et puis même se faire aider. Il peut y avoir, je pense qu'on va essayer de mettre en place des réunions de secteur, hein, parce qu'il faudra vraiment un gros travail d'information et pour démontrer les avantages ou les inconvénients, enfin il n'y a pas que des avantages, mais bien que la personne, en tout cas nos agents, aient tous les éléments, ainsi que les employeurs, tous les éléments de réflexion pour pouvoir mettre en place une PSC qui sera en adéquation avec les besoins de chacun, en tenant compte des besoins et des réalités de chacun. Un dernier mot peut-être sur les points de vigilance. Peut-être un élément de vigilance mais externe de fait à la PSC. On a vu récemment une jurisprudence du Conseil d'État sur le maintien du régime militaire en maladie, sur lequel l'État estime qu'on ne respecte pas le principe de parité en maintenant ce régime militaire, ce qui peut avoir vraiment, ce qui, à mon avis, confirme le fait qu'on doit se pencher vraiment, qu'on se prend en priorité sur la partie prévoyance, si jamais cette jurisprudence sécurisait nos différentes délibérations et nous faisait reprendre nos délibérations actuelles.
Alors, Monsieur Jarry, juste pour vous informer que hier soir, c'était notre grande discussion, le collège employeur. Nous sommes en train de traiter ce sujet et nous allons le mettre au niveau du ministère, en tout cas la DGCL, parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Mais la parité, elle est toujours par rapport à l'État, mais jamais l'État est en parité par rapport aux collectivités territoriales, n'est-ce pas? Voilà. Ce sera le débat d'une autre webconférence. Dernière question, vous nous avez vaguement répondu tout à l'heure, parce que vous ne savez peut-être pas. A priori, le décret paraît quand? C'est avant les élections, il y a du Conseil d'État, il y a le passage au Conseil d'État aussi, non? Enfin, ouais. Alors, le Conseil d'État est vraiment très, très surchargé, parce que, comme vous dites, on a été très producteur pour cas de décret, d'ordonnance, tout ce que vous voulez. Alors, en tout cas, Madame la ministre avait, voilà, s'est positionnée, je l'ai dit dans la presse, si le Conseil supérieur n'avait pas pu voilà, passer ce texte, elle l'aurait passé de toute manière. Donc, je pense que sa volonté est que ce texte passe avant la cessation de parlementaire qu'il va y avoir. Donc, je pense que oui, il va pas tarder. Bon, il passe par les créneaux habituels, mais il ne va pas tarder, ça je crois. Enfin, c'était un sujet à laquelle elle avait beaucoup d'importance. Vous aurez comme réponse qu'il ne va pas tarder. Bon, en tout cas, je voulais. Bon, merci beaucoup. On va devoir terminer cet échange fort intéressant. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse, et je sais qu'ils sont nombreux tant les questions étaient vraiment nombreuses et variées, parfois très techniques et très individuelles. Et je suis désolé si on n'a pas pu répondre à toutes. En tout cas, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert et vous pouvez leur poser la question. Il y aura un article aussi qui va paraître bientôt dans le magazine VK Le Mag, dans lequel il y aura beaucoup de réponses, un excellent article que j'ai eu la chance de parcourir à l'avance. Et puis, surtout, je voulais d'abord remercier Mutam qui nous a, comme partenaire, qui nous a permis de réaliser cette émission. Et puis, merci à vous deux vraiment pour vos propos, pour vos éclairages, dans la mesure où vous pouviez nous éclairer, effectivement, puisque la période n'est pas simple. Et puis, pour votre disponibilité à tous les deux. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir.